Le monde universitaire, à côté de sa vocation de former des cadres, est un haut lieu de savoir et de connaissances scientifiques où l'ignorance qui ne connaît pas est éclairée et la pauvreté qui n'a pas les moyens est enrichie. C'est dans ce rôle social et sociétal qu'un vaste chantier de restauration du Code des obligations civiles et commerciales s'opère à travers un colloque international et pluridisciplinaire organisé par le laboratoire l'ARCES. L'université Assane Seck a créé les conditions pour être un réceptacle, pour que ces réflexions de haute facture puissent se dérouler dans ce cadre. C'est ce qui est attendu d'une université qui se veut performante. Le Sénégal a entamé juste après les indépendances, un 15 janvier 1967, un vaste mouvement de codification visant à doter le pays d'instruments juridiques propres, dont le Code des obligations civiles et commerciales qui régit notre quotidien des faits civils aux actes commerciaux. Notre vie quotidienne est truffée de contrats. Nous signons et nous concluons des contrats tous les jours. Le matin, quand nous achetons du pain, quand nous achetons du crédit pour le téléphone, quand nous prenons un taxi, etc. Mais les actes que nous posons également tous les jours nous rappellent le droit des obligations. 50 ans après, l'heure est à l'introspection. Comment on pouvait repenser, voire refonder notre droit des obligations. Et pour ce faire, nous avons invité à Ziguinchor d'éminents spécialistes. Nous venons d'assister à une leçon magistrale du professeur Isaac Yankhoba Ndiaye, qui est quelqu'un qui a au moins 25 à 30 ans d'enseignement de cette discipline. Faut-il amorcer la mue du Code des obligations civiles et commerciales ou enlever les scories qui font que certaines situations échappent à l'emprise du COCC ou le dépoussiérer et l'adapter ainsi aux réalités des temps modernes? Mais il ne s'agit pas, encore une fois, de recodifier le code parce qu'il contient des éléments essentiels sur lesquels j'ai fixé ma première proposition. Et c'est qu'il y a dans le code des principes cardinaux qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Ces principes-là, il faut les conserver et éventuellement les enrichir en s'ouvrant vers l'extérieur. Mais pour le reste, là où il y a un déphasage profond entre ce qui se passe ailleurs et chez nous, il y a lieu de réaménager ou à la limite d'adopter des règles nouvelles. L'université Assane Seck sortira grandie de ce colloque avec de la matière pour des générations d'étudiants, mais surtout à travers les actes du colloque. Les institutions de notre pays disposeront de moyens pour repenser le Code des obligations civiles et commerciales, fruit d'un cénacle réalisé par des éminences grises interdisciplinaires venues de différents horizons d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. L'objectif de ce colloque, c'est aussi à la fin de pouvoir déposer sur la table des autorités nationales, comme on dit, un livrable, s'agissant des axes à réformer sur le code. Et nous ne désespérons pas que d'ici quelques années, d'ici quelques mois en tout cas, les autorités, notamment le ministère dont je disais, pourra, en nous renforçant de magistrats, d'avocats, en tout cas de professionnels de la justice, qu'on pourra réformer le droit des obligations au Sénégal. Parce que l'idée, c'est d'avoir un droit des obligations par nous, c'est-à-dire fait par les Sénégalais, mais également pour les Sénégalais, parce que ce texte-là, comme l'a dit le professeur Ndiaye, est un texte qui est d'inspiration française et dont les experts principaux qui l'ont élaboré sont des Français. Ce 25 novembre est célébrée la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plus qu'un simple événement de mettre le doigt sur une plaie qui gangrène nos sociétés et brise la vie de certaines matières. Les femmes en situation de handicap subissent une violence, toujours de la violence, surtout quand elles sont mariées. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la violence physique et la violence morale. Et il y a un célèbre penseur qui disait que l'oppression n'est forte et douloureuse que quand elle se fait dans le silence. Et souvent, les femmes en situation de handicap sont victimes de cette violence du silence, qui passe par la stigmatisation, le rejet, le regard social et dans leur ménage respectif. Et tous ces aspects sont que les femmes rencontrent et subissent. La gravité et l'ampleur du phénomène justifient l'engagement des autorités dans la lutte contre les violences faites aux femmes, un combat au devant duquel on retrouve le service départemental de l'action sociale de Ziguinchor. L'action sociale s'occupe de cette tranche
population pour essayer de voir comment donc les accompagner pour que ces femmes puissent vivre le maximum possible et puissent arriver à une autonomisation et pouvoir défendre leurs droits. Aujourd'hui, plusieurs activités sont envisagées par les acteurs de la lutte pour mettre les femmes à l'abri de ces violences. Au moment où les grands-pères, les grands-mères racontaient des histoires, racontaient et éveillaient les enfants, aujourd'hui nous avons des garderies, des écoles maternelles. Au moins que ces valeurs puissent être incorporées au niveau de l'éducation. Parce que les gens n'ont plus le temps au niveau des familles de s'occuper de ces enfants. Je crois qu'ensemble, nous devons nous occuper de nos enfants. Ensemble, nous devons essayer de voir comment chacun peut supporter son voisin. Chacun peut être solidaire par rapport à son voisin. Je pense que c'est cela seulement qui pourrait permettre de diminuer le taux de violence. Le chemin qui mène à l'éradication des violences contre la gente féminine est encore long, d'où la nécessité d'une conjugaison des efforts pour mettre en terme toute forme de violence dirigée contre ces êtres vulnérables que sont les femmes. Au moins 30 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées en Iran dans la collision entre deux trains. Dans une gare de la province de Semnan, dans le nord de l'Iran, le train assurant la liaison entre Mashhad et Téhéran était à l'arrêt lorsqu'il a été heurté par un autre train. Les secours sont compliqués par l'accès, c'est une région reculée et seul un hélicoptère a pu atteindre l'endroit de l'accident pour évacuer les blessés. Furieux, il est furieux, Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a réagi vivement à la décision prise la veille par le Parlement européen qui demande le gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il a brandi la menace des migrants, son joker dans les relations turco-européennes. Lorsque 50 000 réfugiés se sont présentés à la ville frontalière de Kapıkule, vous vous êtes lamenté, vous avez commencé à dire « Que ferons-nous si la Turquie ouvre ses frontières ?» Sachez-le, si vous allez plus loin, ces frontières s'ouvriront. Sachez-le, ni moi ni mon pays ne craignons des menaces vides. Hier, le Parlement européen a demandé le gel des négociations d'adhésion en raison de la féroce répression turque depuis le coup d'État avorté de juillet. Cette décision pourtant n'appartient qu'aux États membres. En mars, le gouvernement turc et l'Union européenne ont conclu un pacte qui a permis d'assécher le flux de clandestins vers l'Europe. Berlin a répliqué ce matin que la poursuite de cet accord est dans l'intérêt de tous les acteurs et que des menaces des deux côtés n'avancent à rien. Il risque de consacrer moins de temps aux réjouissances avec ses camarades de l'ANC. Le président sud-africain Jacob Zuma, de plus en plus décrié, même au sein de son propre parti, Jacob Zuma, 74 ans, est attendu la semaine prochaine à huis clos devant les membres de la commission d'intégrité de l'ANC pour répondre des divers scandales dont il est accusé. Mise en place en 2013, la commission d'intégrité vise à préserver l'image de marque de l'ANC et à sanctionner les membres du parti coupables de conduite inappropriée. Plusieurs hauts dirigeants de l'ANC ont déjà demandé au président Zuma de démissionner de la présidence du parti. La COSATU, la puissante centrale syndicale, encourage déjà Cyril Ramaphosa, le vice-président, à se présenter au poste de président de l'ANC dans la perspective d'un départ programmé de Jacob Zuma.